Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain, pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette 5e saison. Les baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Façonnés par le temps, dans les entrailles de la montagne, des cristaux mystérieux patientent à l'abri des regards. En apportant leurs éléments minéraux, les sols humides sur lesquels les Alpes sont apparues, il y a plusieurs dizaines de millions d'années, ont permis l'apparition de fours à cristaux dans les fissures de ces sommets en formation. Depuis des siècles, ces trésors d'altitude attirent ce qu'on appelle les cristalliers, qui doivent parfois se hisser à plus de 3500 mètres d'altitude. Faire confiance à leur instinct et à la force magnétique des sommets vertigineux pour tenter leur chance. En guise de récompense, la montagne peut offrir des cristaux transparents ou fumés, aux reflets roses, verts ou orangés. Une fois extrait de la roche, le cristal se révèle pour la première fois dans les rayons du soleil et promet à celui qui l'a trouvé un émerveillement sans pareil. L'alpiniste et guide Christopher Beau fait partie de ces passionnés qui perpétuent la tradition en scrutant les failles de quartz dans le massif du Mont-Blanc. Avec son ami Jonathan Charlet, il explore les falaises qu'il connaît depuis toujours. Comme en ce beau jour d'été, où il décide de rejoindre le pilier de granit, sauvage et élancé, observé depuis des mois à la jumelle, à la recherche des pierres tant convoitées. On espère trouver des beaux cristaux et puis remplir les sacs de cristaux un petit peu spécifiques parce qu'il y a plusieurs cristallisations finalement et chaque pièce est unique. On rêve grand, des fois on est un peu déçu, mais on rêve déjà de trouver des cristaux, de faire un beau bivouac, de partager des bons moments entre amis et de rentrer sains et saufs. Les cristaux sont des pierres semi-précieuses, donc ça ne fait pas partie des précieux comme les connus diamants, émeraudes, des rubis, etc. Bon, voilà une histoire bien différente. Après, j'avais lu que le cristal de quartz était appelé parfois le petit-fils du diamant, justement par rapport à sa clairvoyance et à son effet brillant et diamant naturel. Parce qu'un diamant naturel est brut finalement, il est moins joli qu'un simple cristal de quartz. Donc c'est ça, nous aussi, qui nous fascine aussi, c'est de trouver des pièces comme ça, brutes, façonnées par la nature et taillées avec des règles, mais avec une imagination sans fin, quoi. Tout commence avec le collègue habituel, Jonathan Charlet, cristallier. C'est un grand ami snowboarder de la vallée qui a été champion du monde à une époque de Freeride World Tour en snowboard, de compétition de freeride. Et voilà, il a toujours pratiqué, on était en classe ensemble à l'école. On s'est retrouvés pour les cristaux finalement plus tard, après l'adolescence. C'est sûr qu'on vit des choses ensemble qu'on ne vit pas autre part que là-haut. Comme dans toute cordée alpinistique, il faut être complémentaire. Donc on a chacun nos qualités, nos défauts, mais on se complète bien. Ouais. Il a dû me proposer, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est quelque chose qui m'a passionné de découvrir autre chose aussi en montagne et avoir d'autres objectifs aussi. Pour autant, j'ai toujours été comme un gamin face à des cailloux, mais même ceux qui brillent pas. Depuis cette journée-là, finalement, ça a aussi changé ma vie. Je vois plus les montagnes pareilles. Ça m'a plu tout de suite, surtout aussi le côté différent de l'alpinisme pur où on fait quand même plus la course avec nous-mêmes, avec le terrain, avec l'horaire. Là, c'est l'inverse, quoi. On prend notre temps, on cherche, on retourne des pierres pour trouver des indices, on cherche des couleurs dans le rocher. Donc, quand je suis passé, pour moi, cristallier, dès les premières fois, le regard de la couleur du rocher, qui avant m'avait jamais choqué vraiment finalement. Je faisais les courses et je me souviens de un peu la grimpe mais là tu es beaucoup plus attentif au moindre détail, ouais. Et tu cherches ces petits détails qui vont t'amener
justement sur la piste de ces cristaux. C'est une approche complètement différente qui m'a plu tout de suite beaucoup, ouais. Nous, alors du coup, on cherche les cristaux de quartz principalement dans du granit. Du coup, nous, c'est le granit, c'est des roches magmatiques qui sortent du centre de la Terre, hein, finalement. Voilà, c'est essentiellement du cristal de quartz, donc on cherche des veines de quartz. On regarde pas mal à la jumelle et on cherche ces veines de quartz qui peuvent traverser des fois des kilomètres la paroi, qui sont blanches la plupart du temps et à l'horizontale. C'est le mieux, qui sont des indices de cristallisation. Et potentiellement, voilà, il peut y avoir d'autres minérales comme la fluorine, qui peut être rose ou d'autres couleurs, mais qui sont plus difficiles encore à trouver et à comprendre. Tous les deux, on attend quand même l'été souvent, ou différemment, ou lui aussi, du coup, snowboarder. On était avant, peut-être dans notre jeunesse, à attendre l'hiver plus pour faire du ski, et puis l'été à être content, mais l'été est trop court maintenant, on le regrette chaque année. Ça passe très vite, ces moments où c'est la bonne époque pour aller aux cristaux et c'est une passion, voilà, qui est dévorante. On part tous les deux pour aller en refuge, déjà une première nuit. On part en montagne, donc on part avec l'équipement d'alpinisme. Donc déjà, on a quelques kilos, c'est sûr, d'équipement classique, de cordes, de crampons. Et là, comme on part en plus à l'aventure, on a en plus du matériel qu'on n'a pas habituellement, de pitons ou de choses pour ouvrir un terrain finalement, faire des relais dans des endroits non aseptisés, donc des sangles, on a des cordes en rab. On a en plus, c'est sûr, les affaires de bivouac, des sacs de couchage, des vivres, donc ça nous fait des bons sacs. On part très tôt le matin parce que c'est un endroit assez compliqué où on veut aller. En été, classiquement, on n'osait pas du tout aller là-bas. C'est constamment des chutes de pierre, donc voilà, on n'a jamais. On attendait finalement le bon moment. Ce début d'automne assez froid où les conditions étaient bien réunies pour y aller. On savait que personne allait là-bas, donc on savait qu'on était dans une zone vierge et potentiellement riche. Donc on marche déjà quelques heures sur un glacier assez facile. Après, on commence un petit peu la montagne, à grimper, à redescendre, à remonter, jusqu'à un endroit où on commence vraiment à rentrer dans ce qu'on a appelé le Mordor, parce que très impressionnant visuellement, avec beaucoup de risques qu'on voit bien, beaucoup de bruit qu'on entend. C'est une espèce de grande combe glaciaire, donc en plus ça fait vite l'écho, ça démultiplie les bruits de chaque chose qui tombe, de chaque effondrement. On se motive l'un et l'autre pour garder le cap et l'envie de s'engager dans cette descente, parce qu'on sait aussi que à partir du moment où on va descendre en rappel la première partie, on ne pourra pas remonter par le même itinéraire ni rentrer par le même itinéraire, donc ça sera tout de suite plus engagé au niveau de l'aventure et de la suite des événements, où on calcule pas tout, on essaie de minimiser les risques, mais on peut pas tout savoir à l'avance. Là, on s'encorne un petit peu, puis après on est dans un terrain on va dire classique de cristallier, qui est pas très raide, mais pas très bon au niveau du rocher, donc on peut pas trop s'encorder. À la fin, on finit pas encordé, en solitaire chacun, avant d'arriver à l'objectif convoité, qui est un pilier très sauvage de granit, assez élancé. Ça faisait pas mal d'années qu'on pratiquait les cristaux dans cette zone et qu'on voyait ce pilier qui avait l'air inaccessible et technique à descendre, avec des indices quand même de quartz à des endroits. Donc on imaginait que ça pouvait être une belle aventure d'aller voir là-bas, d'aller chercher ce qui pouvait s'y cacher. Pour nous, c'était un engagement un peu total. On est tous les deux guides, donc on se rend bien compte des risques et de l'engagement qu'on met dans cette pratique. On attendait finalement le bon moment et on a attendu d'être bien en forme aussi. Ça joue aussi d'être bien affûté aussi sur nos techniques et sur nos coordinations tous les deux encordés. C'est vraiment un terrain qui donne pas envie, quoi, avec beaucoup de risques de chute de pierre, de chute de glace, donc il faut se pousser quand même.
Nous, comme on aime bien l'alpinisme assez technique, on aime bien aussi aller dans des parois plutôt où le rocher est très bon en granit, mais par contre très raide et assez vertigineux, et on les descend en rappel, on équipe la paroi en descendant en rappel, et on pendule surtout le premier finalement, donc on se balance le long de la corde de droite à gauche pour essayer de faire le plus de terrain possible dans la paroi. Du coup, on a fait une première journée intégrale de marche et d'alpinisme, de rappel et vraiment de montagne, de haute montagne, parce que là, on est du coup parti à 3400 mètres, on est remonté à 3007, on est redescendu à 3000, on est remonté à 3005, mais on reste dans une haute altitude. Et là, on va arriver en haut de notre objectif qui sera pour le lendemain de ce pilier. On dort en haut du pilier. On a de la chance de trouver un endroit un petit peu correct, un peu plat, quoi, et surtout pas exposé. Donc on est super content. On a le plaisir d'amener pas trop lyophilisé et des bons repas. Donc on se fait un super repas au coucher de soleil, une belle nuit face aux étoiles et voilà, sans tente. On est vraiment en mode le plus léger possible et en même temps déjà bien assez lourd, mais on peut pas amener la tente. Donc moi je dors sur une petite terrasse. J'ai mis le bodard sur le sac de couchage parce que c'est un endroit quand même très aérien, et j'ai mon collègue qui est un petit peu sous moi dans un renfoncement du rocher. Et le lendemain commence l'aventure. On espère trouver un four, comme on dit, donc une cavité de cristaux mûrs, comme on dit aussi, c'est-à-dire que les cristaux sont détachés de la roche mère, et donc il n'y a plus qu'à ramasser les cristaux et à les sortir doucement pour pas les abîmer. Voilà, on sera vraiment, comme on aime bien dire, des sauveurs un peu de ces cristaux, de ces trésors des montagnes, parce qu'on le sait bien depuis, encore plus depuis ces dernières années avec le changement climatique. Mais voilà, les montagnes depuis toujours, elles n'ont pas attendu le changement climatique pour s'éroder et s'effriter. Donc ces cristaux, on les sauve, c'est sûr. En quelques années, des fois décennies plus tard, ils sont en bas dans la moraine, cassés en 1000 morceaux. Donc ça, on aime bien aussi le dire, mais c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu de naissance. C'est nos bébés, quoi. On essaie de ne pas les abîmer et de les ramener sains et saufs. Mais on parle souvent d'accouchement parce que voilà, il y a ce côté un peu cavité et sorti d'un trésor. Hein. Un côté intemporel, éternel, hein, c'est ça aussi qui fait rêver, c'est qu'on trouve des pièces qui ont entre 13 et 17 millions d'années, mais qu'elles nous survivront aussi et que voilà, elles ont un côté intemporel. Souvent, c'est quand même plutôt large, donc 1 ou 2 mètres, et puis pas très haut, donc 30 cm, des fois plus. C'est souvent assez de la contorsion, et après, dès qu'on a commencé à ouvrir la cavité, il faut rentrer dedans, et faut pas être claustrophobe. Un beau four avec des beaux cristaux en grande quantité, c'est très rare, quand justement c'est mûr et que tout est offert finalement par la nature. On dort assez bien, mais c'est sûr que c'est une nuit quand même assez courte, assez fraîche et excitée parce qu'on n'a finalement pas beaucoup vu de cristaux encore, et on sait que le lendemain, il y a une grosse journée qui nous attend. Et le matin, c'est par contre un petit peu dur. Là, on est en face nord, donc c'est un petit peu dur de se sortir du sac de couchage. On commence la ligne de rappel. On fait 1 ou 2 rappels sur la corde, à commencer à chercher les cristaux. Et dès le 2e rappel, mon collègue qui était devant, Jonathan, me dit « descends, là, il y a vraiment des bons indices ». Donc je le rejoins et tous les deux, on commence à s'exciter, à regarder autour de nous. Et là, un des moments les plus forts pour tous les deux, je pense, en tant que cristallier, c'était visuellement notre plus belle découverte. C'était une petite ouverture, on a dû enlever les casques l'un après l'autre pour pouvoir regarder à l'intérieur de ce petit trou, mais qui finalement, on apercevait la suite de la cavité qui était grande, plus grande, peut-être 2 ou 3 mètres de large,
et puis sur finalement 5 mètres de profond. Tout mûr, tout libre, les cristaux effondrés, donc on savait qu'on avait trouvé vraiment ce qu'on cherchait. Voilà, il a commencé un rappel et au bout de quelques dizaines de mètres, il arrive sur une zone super intéressante où il me demande de le rejoindre. Donc je le rejoins et on commence à ouvrir cette cavité qui est au début assez petite. Il y a un gros bloc à dégager pour vraiment ouvrir la cavité et qu'on puisse rentrer facilement. Et assez vite, on trouve des cristaux et il plonge sa main dans le petit trou parce qu'on ne pouvait pas vraiment rentrer au début et il sort un superbe Gwindel, donc un cristal assez spécial hélicoïdal qui tourne et qui est très recherché parce que justement son architecture et sa géométrie est assez complexe et plus rare que les cristaux classiques hexagonales de quartz. Ce qu'on cherche, c'est ça, c'est la qualité, la transparence, comment le cristal peut attirer finalement la lumière à travers lui. C'est sûr qu'il y a des formes un petit peu plus complexes, comme le peigne, on dit en français le Gwindel en allemand, donc ce cristal tordu. On a trouvé assez vite des Gwindel sur plaque, beaucoup plus rares à trouver parce que les Gwindel finalement sont des pièces qui souvent se fragilisent avec le gel, le regel, les années. Donc souvent ils sont cassés, ils sont tout seuls. Voilà, c'était sans fin, un extase de différence de couleurs et de variétés. On est parti sur des nuances, des couleurs translucides et très, très peu colorées finalement, comme la vitre. On appelle ça des cristaux un peu hyalins. La nuance commençait, plus on s'enfonçait dans le four et plus les cristaux devenaient foncés et avec les variations qu'il y a entre champagne, des fois des couleurs qui attrapent la lumière, qui attirent la lumière et qui permettent à l'œil de plonger finalement dans cette transparence et dans cette pureté de cristaux. Voilà, il y avait toutes les variétés de cristallisation jusqu'au plus recherché des formations, un petit peu de cristaux de forme hélicoïdale aussi, mais pas avec des arêtes dentelées, mais plutôt des arêtes fines comme des rasoirs. On appelle ça des sucres, ce sont des Gwindel, mais encore plus petits et encore plus rares. Et on en a quelques-uns aussi qu'on met en poche, qu'on est content. Puis ça, c'est tout petit, c'est très facile à perdre dans un four, mais comme on peut perdre dans sa poche. Mais c'est très rare et très recherché. Donc, dans cette cavité, il y avait un peu tout. Des cristaux normaux, des Gwindel grands, petits, des petits avec les sucres. Et en plus, des quartzam aussi très élancés. Un quartzam, alors c'est un cristal de forme un peu spécifique, donc pas hexagonal, avec un nuage d'énergie, de bulles ou de particules à l'intérieur qu'on peut voir par transparence. C'est une spécificité un peu du Mont Blanc et des cristaux de quartz un petit peu plus rares. Et là, il y avait l'ensemble, plus des pièces qu'on a gardées et qui nous restent gravées, complètement libre, comme ce quartzam, qui n'a pas d'accroche, qui a une forme très spéciale, un petit peu comme un doigt levé ou une clé. On peut le voir de différentes manières, mais très très fin, et du coup qui a une sonorité aussi, un petit peu un bruit, une fragilité. Parce que le cristal, plus il est fin et plus il chante un peu, plus il sonne, il a des sonorités, on peut dire. On n'avait jamais vraiment vu ça dans le Mont Blanc et ça reste une de nos plus belles découvertes. Quand l'ouverture de la cavité est faite, on peut petit à petit, après avoir enlevé quelques dizaines de kilos de cristaux, on rentre à l'intérieur, on se faufile, on se met à plat ventre un petit peu. Ce qui est assez extraordinaire dans cette trouvaille, c'est que à partir du moment où on a ouvert la poche et la cavité, contrairement à ce qu'il peut y avoir assez rapidement dans ce genre de trouvailles, c'est de la neige, de la glace surtout, qui emprisonne aussi les cristaux, qui ne nous permet pas d'avoir du coup les cristaux libres. Là, toute la poche et la cavité est sèche, libre, et a été protégée et nous attend, on imagine, depuis bien longtemps. Et du coup, c'est beaucoup plus facile encore pour les extraire, même si à chaque fois c'est avantage-inconvénient. Là, on a le problème, il y a quand même de la terre toujours dans ces cavités qui vole et qui, voilà, on respire pas mal de terre
assez vite la cavité est refermée, on est vite un peu enfermé dans ce problème-là de terre volatile. Donc ça, c'est un peu, on appelle ça la lèpre des cristalliers, et certains on disait ça comme ça, parce que ça aussi, c'est une terre assez rare, la chlorite, une terre verte, qui est souvent et quasiment tout le temps dans les fours, et qui après, du coup, quand elle est sèche, est assez volatile, et qui ne doit pas être très bonne pour la santé, mais voilà, qu'on respire malgré nous. Là, on est tout en haut du pilier quasiment. On a fait depuis notre nuit en bivouac, on a fait 2 rappels, donc on est très proche du haut et on est très loin de la fin. Du coup, on est très excités et en même temps, c'est assez marrant parce que je me souviens, on a fait les sacs une fois. Tellement qu'il y avait tout de suite plein de cristaux, donc on les emballait, ils étaient tous très magnifiques. Et puis après, il y en avait tellement d'autres encore plus jolis qu'on a finalement défait le premier sac, rempli les autres cristaux d'après dans le deuxième sac. Donc on a voilà, plein de variétés et d'exceptions, on va dire, qui font que on refait les sacs aux plus rares, on va dire, aux pièces les plus rares. Et on a tous les deux des sacs peut-être à la fin de 20, 25, même 30 kilos. Et on ne peut pas les remplir plus après pour descendre en rappel. C'est sûr qu'on avait cette excitation et en même temps ce dilemme entre charger le sac et puis pouvoir faire le reste de la journée, c'est-à-dire un peu moins d'une dizaine de rappels et après une remontée de glacier et une marche assez longue pour entrer en vallée. Du coup, après quelques heures de recherche et les sacs remplis avec les cristaux bien emballés, on commence à redescendre, à se dire qu'il faut rentrer. Donc on recommence les rappels et à équiper la descente. Donc, c'est-à-dire qu'après chaque 50 mètres de corde, on refait un relais dans le rocher qu'on équipe à l'aide de pitons ou de cordelettes ou de bloqueurs qu'on va coincer dans les fissures. Et équiper petit à petit la descente et tirer la corde, qui est toujours un des petits moments où on prie un petit peu, parce que c'est un des moments de latence de l'alpiniste quand il tire la corde. Prier que la corde se coince pas, parce qu'après il faut aller la chercher et c'est très compliqué. Ce jour-là, ça nous arrive, on la coince un moment, pas très loin, donc Jonathan remonte et on la décoince après quelques efforts, mais on utilise vraiment toutes nos connaissances d'alpinisme pour pouvoir s'en sortir, parce que c'est vraiment un piège un peu qui se referme sur soi. Avec un sac lourd, on est du coup beaucoup moins mobile et rapide, et du coup on se met encore plus en danger. Et après du coup une dizaine de rappels, on arrive sur le glacier et là on a pour but de retraverser ce glacier qui est très crevassé et qui nous pose pas mal de problèmes sur le cheminement entre ces crevasses et le labyrinthe un petit peu à trouver. C'est vrai que pour revenir sur les rappels, les sacs sont tellement lourds qu'on est vraiment obligé d'utiliser aussi une technique pour assurer le sac sur la corde et sur l'assureur finalement et sur le rappel, parce qu'autrement le sac est tellement lourd qu'on pourrait se retourner à chaque rappel, et ça, c'est un effort, le rappel, la descente, mais surtout parce qu'on a les sacs énormes. Donc là on est obligé d'utiliser un peu des techniques qu'on n'avait jamais utilisées tellement ensemble avant, parce que les sacs sont tellement lourds qu'en rappel on pourrait se retourner et ça serait catastrophique. On est dans des moments de concentration, mais surtout d'alerte maximum. Après cette traversée, on est déjà plus calme. On a le côté technique et physique qui va rentrer en compte pour rentrer, c'est de remonter ce glacier. Et là où vraiment, chaque pas, on va donner un peu le maximum, parce qu'on est très lourdement chargé, on commence à être fatigué. Après, c'est plusieurs journées en montagne. Après notre journée, on finit, on refait une nuit en refuge quand même, où on dort pas quasiment, même si on est très fatigué, mais tellement boosté par toute cette adrénaline, l'endorphine de l'effort, l'excitation, l'ensemble, on dort quasiment pas.
Et le lendemain, on rentre à la maison excité de sortir les cristaux qu'on a vus quand même, qu'on a très bien emballés et que là, il y a plus qu'à nettoyer et à admirer aussi. Il y a une petite anecdote assez marrante, c'est que j'avais même oublié dans mon duvet la plus belle plaque des 2 jours et que je l'ai retrouvée 2 jours plus tard. Je faisais une bourse aux minéraux et j'ai retrouvé cette plaque qui était dans ma voiture, qui avait juste du coup de la veille, retrouvée dans le duvet. Et là, je suis même rentré chez moi après. Je dis à ma femme, on s'en va de la bourse, j'avais oublié, il y avait encore cette plaque. Parce que c'était impressionnant vraiment la pureté de ces pièces. On n'arrivait pas à leur donner une valeur tellement qu'elles étaient belles et intactes aussi, avec une couleur très très... C'est du quartz fumé du coup qu'on avait trouvé, donc c'est une couleur assez chaleureuse finalement, du brun, un peu Coca-Cola. Mais c'est sûr que ça nous est jamais arrivé. Des fois, on vide le sac à l'envers pour sortir les dernières petites pièces qu'on a oubliées. Mais là, il y en avait tellement que dans l'ensemble, on avait même délaissé la plus belle pièce de ce four sans s'en rendre compte, quoi. Nous, on compte pas les journées où on rentre bredouille, où on laisse du matériel qui coûte cher. Faut mieux pas faire les calculs parce que c'est sûr que tu y sors pas vraiment gagnant. C'est vraiment la passion, prendre le temps là-haut avec ses amis et on va dire c'est le temps finalement qui a le plus de valeur là-dedans. Bah là, depuis maintenant l'endroit où on avait trouvé cette super cavité, il y a un pilier, un menhir comme le menhir d'Obélix dans le dessin animé, qui est tombé devant la cavité, devant l'entrée. Et déjà, ça donne moins envie d'aller faire les rappels dessous, on les a jamais refaits. Et ce pilier, il est posé sur une vire de sable, on ne sait pas comment il tient. Et de toute façon, on a fini notre travail là-bas, mais ça a beaucoup bougé, il y a eu beaucoup d'effondrements depuis. On ne reconnaissait pas l'endroit qu'on connaissait quasiment par cœur, à force d'y aller. Moi, j'y suis allé l'année dernière, là, donc j'étais assez impressionné. Et c'est sûr que quand tu changes tout le temps d'endroit, tu te rends pas compte, quoi. Et de loin, les montagnes, elles ont l'air d'être toujours pareilles. Quand tu es vraiment à rocher par rocher, à connaître pratiquement par cœur l'endroit, tu te rends compte vraiment que c'est des pans entiers, des fois, qui sont déstabilisés et qui bougent. Ces cristaux, pour moi, ils représentent pas mal de choses, mais surtout un lien avec la montagne et une manière de bloquer un peu le temps et le moment, finalement, le souvenir dans ces cristaux. C'est une motivation, c'est un prétexte pour passer plus de temps en montagne. Et aussi en dehors de finalement notre métier de guide qui nous demande peut-être plus de patience ou d'autres choses. Là, on est un petit peu à nos extrêmes d'amateurisme alpinistique aussi. On se sent vivre à fond dans l'engagement un peu qu'on pratique de l'alpinisme là. Ma vie me déroule ses richesses. J'ai tout le temps et rien ne presse. Tout est là devant moi. Tout est là près de moi. Je suis milliardaire en grains de sable. Je suis millionnaire en coquillages. Ma fortune est inépuisable. C'est sur cette chanson adorée des cristalliers que s'achève cet épisode des Baladeurs. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Others. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous le dire en nous laissant des notes et des commentaires sur vos applications de podcast. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir et monté par Chloé Vibo et Capucine Lebeau. Le texte a été écrit et lu par Clément Saccard. La musique originale a été composée par Nicolas Deferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. Merci à Christopher Beau pour sa participation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure en pleine nature. Alors à très bientôt.